Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire Web. Aujourd'hui, nous allons parler anesthésie et nous avons le plaisir d'avoir le docteur Lucas Zilberstein avec nous. Cet événement est organisé en partenariat avec Cap Douleur et Axience. Donc, vous pourrez poser tout au long de l'intervention des questions dans l'onglet chat et le docteur Zilberstein y répondra à l'issue de son intervention. Voilà, je lui laisse la parole et puis bon webinaire à chacun. Merci à tout le monde. Merci à Web et merci à Capdouleur d'avoir permis la réalisation de ce webinaire. Comme vous verrez, c'est un webinaire qu'on a choisi de dédier vraiment aux premiers pas de ce qui permettra le succès d'une bonne anesthésie. Donc, dans ce webinaire, aujourd'hui, on va discuter de l'importance et de comment réaliser naturellement et les particularités. Un exemple anesthésique qui va après vous permettre d'avoir un succès sur l'anesthésie. En fait, tout a un début et tout commence par les premiers pas et si on rate déjà, je saurais dire, les premiers pas, beh, après ça va être une course contre la montre pour rattraper les choses qu'on n'a pas vues. Alors, tout d'abord, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire avec anesthésie? Parce que souvent, on on se trompe d'objectif et on donne à l'anesthésie plus de vertu ou plus de rôle de ce qu'elle a. On voudrait plein de choses avec l'anesthésie. On voudrait qu'il soit immobile, qu'il dort, qu'il est insensible, qu'il soit confortable, sécuritaire. Heu, Par moment, on imagine même que l'anesthésie, ça soit une thérapie ou par moment que ce soit juste pratique, c'est-à-dire je veux pas qu'il bouge, je veux réaliser mon acte et dans certains actes, clairement, on a ce besoin de, je devrais dire, d'immobilité, parce que, on a besoin d'explorer un oreille, on a besoin d'aller voir, des choses, mais en même temps, cette immobilité complète n'est pas toujours, facile à obtenir, si on met pas en place des moyens adaptés et surtout la sécurité va être variable en fonction de ce que nous on va faire. Donc en gros, tout ce qu'on va, discuter aujourd'hui, c'est pour obtenir ces objectifs-là, mais partons du principe que l'anesthésie, le mot propre à lui-même, veut dire insensible, donc général ou local, mais tout cela doit être réversible. Donc ça veut dire que toute insensibilité qu'on doit produire, cérébrale, locale, doit être réversible et c'est cette réversibilité qui fait la différence dans les actes qu'on produit et naturellement, pas toute réversibilité est toujours possible. C'est-à-dire une anesthésie sans effet secondaire n'est pas possible et quand on a: «J'ai un patient cardiaque», alors ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Cardiaque vraiment ou j'ai un patient avec une insuffisance rénale ou hépatique ou des autres problèmes, mais on peut pas toujours être complètement réversible dans les choses qu'on injecte, mais on fera tout ce qu'on peut pour faire sorte qu'au fil du temps, cette réversibilité soit totale ou presque. Je vous annonce par exemple que souvent, alors je prêche un convaincu, mais c'est souvent le nerf de la guerre. C'est-à-dire que souvent, j'ai des patients gériatriques anesthésiés, pour diverses raisons, hein, c'est-à-dire: «Non, il est trop vieux parce qu'il ne va pas survivre à l'anesthésie». Faux. Bon, la vieillesse n'est pas une contre-indication majeure à l'anesthésie, c'est les pathologies, éventuellement ils le sont. On se préoccupe toujours du cœur qui bat, qui doit battre naturellement pour la survie, mais on ne se préoccupe jamais du cerveau. Combien de fois on a eu des clients ou des propriétaires qui me disent: «Mais docteur, il a mis du temps à se réveiller». Donc c'est la faute de l'anesthésie naturellement. Docteur, il est un peu léthargique. Docteur, il n'est pas revenu ce qu'il était avant. Il est perturbé, il est perdu. Et on va culpabiliser tout de suite l'anesthésie. Ben, bien sûr, c'est des drogues qu'on injecte. Si on doit culpabiliser quelqu'un, on culpabilise ce qu'on injecte, mais l'acte, en même temps, est indispensable à faire. Donc ce n'est pas un problème de faute, de culpabilité, c'est qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que on se préoccupe toujours du mauvais coupable. Le cœur, oh, le cœur, il tient. Je vous rassure que ça fait toujours peur parce que la mort est subite, la mort est instantanée, le cœur s'arrête et ça fait peur. Mais en gros, le cœur, on sait faire avec. On peut se traiter, on sait se soigner et on sait, garder notre marge de manœuvre autour du cœur. Mais malheureusement, l'action qu'ils ont les molécules sur la fonction cérébrale, ça, on la maîtrise beaucoup moins et on ne peut pas endormir sans endormir. Donc à un moment donné, il faut qu'il dort et quand je dis dormir, il faut que le cerveau s'éteint réversiblement, le mot réversible. Et malheureusement, cette réversibilité n'est pas toujours au rendez-vous parce que quand il y a un dysfonctionnement cognitif chez le patient gériatrique, on va interférer avec les mécanismes de fonctionnement du cerveau et cette interférence
peut perdurer et en perdurant dans le temps, peut perturber la fonction cérébrale d'une façon même significative et on sait aujourd'hui qu'il y a des drogues plus perturbatrices que des autres et c'est de ça qu'on doit se préoccuper quand on anesthésie un patient gériatrique et on se préoccupe toujours de son cœur, de son foie, de son rein. Ça me semble une évidence de se préoccuper de ces organes-là et on se préoccupe beaucoup moins de sa fonction cognitive et on a le propriétaire qui revient en disant: «Docteur, mais il est perturbé dans sa tête, il n'est plus là, il vagabonde, heu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une anesthésie trop lourde». Ça n'a rien à voir avec la lourdeur, ça n'a rien à voir avec la longueur, ça a à voir avec les produits et sa fonction cérébrale. Donc quand vous endormez un patient, il faut le connaître et c'est avec ces mots-là que je voudrais commencer, c'est-à-dire que cet état d'insensibilité, d'inconscience, de relaxation musculaire est représentée par l'anesthésie en elle-même, eh beh, va impliquer obligatoirement des conséquences sur le système nerveux central et périphérique, respiratoire et cardiovasculaire et ça, c'est obligatoire. On ne peut pas ne pas l'avoir. On peut le réduire, on peut le maîtriser, enfin, tenter de le maîtriser, le contraster, heu, réduire, mais on ne peut pas l'éviter complètement. C'est parti de très loin. On est vraiment parti de très loin. Ça les premières manœuvres de réanimation, la première anesthésie au masque à éther et cetera. On est parti de très, très loin. Aujourd'hui, on est arrivé quand même dans des conditions extrêmement agréables où on a réduit énormément le taux de mortalité. Ça, c'est une vieille étude 2008, donc il est vieux pour aujourd'hui, qui nous montre déjà le taux de mortalité qui était considérablement plus bas de celui qu'on avait au début du siècle, mais encore trop haut si comparé à l'humaine. Et ça, c'est facile à comprendre parce qu'on a tellement d'espèces différentes, tellement d'animaux différents. C'est impossible d'imaginer d'avoir un protocole d'anesthésie pour tous. Et là, vous dites, c'est une évidence, des espèces complètement différentes. Mais même dans l'espèce canine, on a tellement de races qu'entre un chihuahua et un dog allemand, on est en train de parler de 2 mondes complètement différents. Et je ne vous parle pas des lapins. Il y a aucun lapin qui est identique à un autre. Oui, les lapins d'expérimentation et encore. Mais les lapins domestiques ne sont pas égaux et il y en a aucun qui est égal à l'autre et le même protocole qui fonctionne sur un lapin ne fonctionnera pas sur un autre et il y aura une adaptabilité obligatoire. Le mot savoir s'adapter est le mot maître de la conduite en anesthésie parce que il n'y aura pas un protocole qui fonctionnera sur tous les animaux de la même façon. Parce que chacun, il a une physiologie particulière. Et même si vous endormez des chiens, alors on pense au brachycéphale, on pense aux différentes races qui anatomiquement ont des caractéristiques très particulières à prendre en compte. Mais la génétique, le génotype, non pas le phénotype, mais le génotype du patient peut être aussi très différent. Et à ce moment-là, il nous produira des différences dans la physiologie, dans la réponse à l'anesthésie. Et on va parler de tout ça d'une façon très simple, mais c'est des choses à prendre en compte. La première chose, donc, pour avoir une anesthésie de succès, obligatoirement, c'est connaître mon patient. Si je ne le connais pas, je ne peux pas effectuer l'anesthésie. Quand vous avez une infection, vous faites un antibiotique. Comment choisissez-vous l'antibiotique? En fonction de l'infection, en fonction de la localisation, du germe et tout. Et même dans certaines situations où vous êtes un peu paumé, vous faites un antibiogramme. C'est-à-dire que vous allez chercher le germe qui répond ou pas à cet antibiotique plutôt que l'autre. Donc, vous faites faire connaître. Connaître. C'est la même chose pour le patient que vous devez endormir. C'est pas l'âge et le poids. De toute évidence, vous devez avoir ces paramètres. C'est vraiment évaluer le patient avec les yeux d'un anesthésiste. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de me donner pendant l'anesthésie ce dont j'ai besoin? Ou ne saurait pas que ses réserves fonctionnelles sont tellement réduites, sont tellement étroites, qu'il ne me permet aucune marque de manœuvre au moindre accident. Ou pas accident. En anesthésie, on demande des efforts supplémentaires au niveau de ventilation, métabolisme, circulation sanguine. Vous allez l'opérer ou le mettre dans des conditions qui ne sont pas du tout naturelles. Parfois, il y a des interventions qui vont lui faire perdre un volume sanguin conséquent ou pas. Vous le mettez sur un tapis chauffant qui va le vasodilater malgré les vasoconstrictés. Vous allez le mettre dans une position non naturelle. Vous allez le ventiler ou lui donner de l'oxygène à une concentration plus élevée que l'air atmosphérique. En bref, vous allez lui changer quand même ça, ses conditions normales. Alors, la plupart de ces changements
sont plutôt bénéfiques, ils vont dans le bon sens, mais il y en a certains auxquels, pas forcément ça va aller dans le bon sens. Je vous fais un exemple. Aujourd'hui, on entend un souffle cardiaque, immédiatement, on fait appel à l'échocardiographie. Bon, c'est très bien. Et on se rassure avec l'échocardiographie, mais qu'est-ce que nous donne l'échocardiographie? Une image. Oui, c'est une image fonctionnelle. C'est pas une photo, c'est une image fonctionnelle, mais c'est une image d'un instant T, d'un patient dans une condition T, sur une table. Moi, je l'endors. Et je l'endors pas pour le plaisir, je l'endors pour l'opérer éventuellement. Comment il va réagir, ce patient-là, face à une hypovolémie induite par, une saignée, volontaire ou non volontaire, une, au remplissage vasculaire, fait par des fluides qui ne sont pas identiques au sang, donc ils changent l'oncoticité, la pression, la composition du sang. Mais comment son cœur, CO2 défaillant, va réagir face à ça? L'échocardiographie ne peut pas le dire, parce qu'elle ne le sait pas. L'échocardiographie peut nous dire s'il y a de la contractilité, s'il y a une défaillance, à quel point il en est de cette défaillance, s'il y en a. Heu, Nous permettre d'établir une stratégie pour améliorer sa fonction cardiaque. Qu'est-ce qui va se passer lors de la chirurgie face à toutes ces conditions adverses et qui pourraient se manifester simultanément et avec un degré d'intensité différent? L'échocardiographie ne le dira pas. Elle ne le mettra pas par écrit parce qu'elle ne le peut pas. Donc, c'est une information, mais qu'on doit tenir compte avec notre capacité d'analyse et avec notre capacité de réagir face aux adversités qui pourraient arriver pendant l'anesthésie. Donc tout ça, c'est évaluer le patient. Vraiment après, vérifier le matériel, ah oui, il est adapté. Choisir la bonne stratégie, communication, induction, entretien et réveil. Et ça, c'est la stratégie anesthésique que je vais mettre en place en fonction de ce que je dois faire et du patient dont je dispose. Et surtout, de mes connaissances. Parce que je peux utiliser la meilleure stratégie que le collègue va me suggérer. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas lui qui va le faire, c'est moi. Et si moi je ne sais pas le faire, si moi je ne suis pas habitué à ces produits-là, je ne saurais pas réagir face à ces produits-là. Donc c'est perturbateur. Alors il y a deux solutions. Ou je réfère, ou je m'adapte. Et si je m'adapte, je dois comprendre qu'est-ce qui vont faire ces produits ou cette perturbation dont ceux auxquels je suis habitué régulièrement. Il n'y a pas un protocole cardiaque, un protocole rénal, un protocole hépatique, c'est des organes. Il y a des produits, il y a des stratégies et il y a des adaptations. C'est un peu comme, je vous fais un exemple récent. Vous avez appris à piloter un avion, petit avion touristique. Vous avez votre brevet. OK, très bien, vous savez piloter votre avion. On vous met sur un avion de chasse. Vous ne savez même pas décoller. Non, c'est deux avions, c'est totalement différents. Donc, il faut apprendre aussi à travailler dans les conditions éventuellement adaptées aux problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer mon patient? Évaluer mon patient, ça veut dire le connaître, on rentrera dans le détail tout de suite, et ça veut dire aussi le permettre de classer. Alors, ça c'est une classification à hasard, vous pouvez en utiliser des autres. Ça nous permet juste de classer le patient et de cibler immédiatement où il en est. Alors, un, c'est le patient qui va bien, il n'a aucun problème. Il va l'endormir bien sûr, mais une radio, etc. Bon, il va bien. Mais je sais qu'il va bien. C'est pas que je imagine qu'il va bien. Il va bien. Parce que le chat, par exemple, le jeune que je castre, et je dis: «Il va bien», mais en fait, il a un cardiomyopathie hypertrophique du jeune chat et je ne le sais pas. Il va pas bien, c'est que moi j'imagine qu'il aille bien et donc c'est pas un NASA 1, c'est un NASA 3. Ça rentre dans une catégorie complètement différente. C'est juste que je l'ignore, parce que j'ai pas eu le temps de le connaître. C'est ça le problème. Donc il faut autant que possible connaître mon patient. NASA 2, c'est le patient qui n'a pas un problème systémique, mais il a un problème, je sais pas, une tumeur testiculaire sans métastase, il a une fracture, il a quelque chose, mais d une hernie, très localisée. Le 3, c'est un problème systémique mais compensé. Le diabète, l'hypovolémie modérée, et un peu cachétique, il a un Cushing, bon voilà. Il est compensé, il est géré, donc il a une vraie pathologie, mais elle est compensée. L'ASA4, c'est le même, mais qui vient de décompenser et cette décompensation, pardon, il le met en danger. Donc fais attention parce que là, c'est vraiment, vraiment catégorie de risque et c'est pas le patient cardiaque.
C'est le patient qui a eu la vulvopathie ou une dysfonction gauche ou droite et qui a montré des signes de souffrance, de décompensation. Il a fait un petit édème pulmonaire, et cetera. Et c'est ce type de patient-là, c'est la rupture de cordage, compensée, c'est-à-dire qu'il a repris c'est l'ACVIM, B2, B3. C'est pas grave, et le 5, ben c'est le moribond. Donc là, on est dans une catégorie vraiment à haut risque. On peut anesthésier de toutes les façons possibles, chimiquement, par les injectables, les volatiles, mais aussi par des autres moyens que je vous suggère pas, c'est utiliser en expérimentation, l'hypothermie. Pour certaines espèces, et s'y prête, cette technique d'hypothermie, c'est de ralentir la conduction nerveuse. Ça fait un peu oui, mais en fait, ça réduit la conduction. C'est ce que vous faites quand vous faites bobo, vous mettez de la glace et vous avez moins mal. Pourquoi? Ça guérit pas, mais c'est juste que ça ralentit la conduction, nerveuse et vous avez moins de mal parce que ça anesthésie localement et anesthésie, ça veut dire rendre insensible. C'est ça l'hypothermie. Ça veut dire aussi qu'un patient qui est trop froid et ben, il sera déjà anesthésié partiellement. Et donc il faut faire l'adaptation de notre protocole parce que si je considère les mêmes besoins, les mêmes techniques sur un patient qui est froid, je surdoserais. Après, je vous avoue, malheureusement, aujourd'hui, le problème majeur, c'est pas toute cette science, parce que c'est de la science. Et nous, on est habitués à la science. Et on est habitué à relationner avec la science, à réfléchir avec la science. On est des médecins. Là où on n'est pas habitué, ça nous perturbe, ça nous déstabilise, c'est quand on n'a rien à voir avec la science. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on vit aussi ce moment très particulier de notre société où la non-science s'est infiltrée dans la science et on est perturbé par cela. Mais on ne doit pas se laisser perturber parce que la science n'est pas démocrate. La science ne se décide pas par lever de bras ou par opinioniste sur TikTok. La science, c'est la science. Et on doit rester scientifique. On doit rester accroché à ces grandes valeurs parce que la science, ce n'est pas un effet de mode ou une perturbation d'un réseau social. Mais on a des vétérinaires, enfin, pardon, des propriétaires qui sont perturbés par ces informations et ils vont chez le vétérinaire avec cette perturbation. Et on doit être habitué maintenant à relationner aussi face à ce type d'interférence, d'ingérence dans notre métier. Mais surtout, nous, on ne doit pas se laisser influencer par des arguments qui ne sont pas scientifiques, parce qu'on va perdre complètement l'orientation, on va perdre le nord, et on va croire à des histoires qui ne sont pas vraies. Et c'est un peu le fil conducteur de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Après, on a aussi des conditions cliniques difficiles. Je vous avoue, je suis vétérinaire comme vous. J'ai souvent des patients dans ces conditions-là, ou avec le propriétaire qui me dit: «Mais ne mange rien, je vous assure». Et moi, la première chose à laquelle je pense, oui, ça doit être une plante verte qui fait de la photosynthèse et se nourrit du carbone qu'il est dans l'air. Clairement, il y a un problème majeur dans ce chien-là parce que ça nous crée beaucoup de problèmes, l'obésité et on n'a pas toujours la coopération ou la compréhension du propriétaire et face à la frustration de ne pas arriver à maîtriser son animal. Cela, c'est quelque chose de psychologiquement très défini, très étudié, qui nous rend une difficulté supplémentaire au-delà de du problème médical. Parce que le problème médical, c'est là, par exemple, c'est un animal avec une hachite, une hypoprotéinémie, cachectique, et cetera, avec un propriétaire qui dit: «Mais il va très bien». Bon, là, il y a un vrai problème médical et donc c'est sur ça qu'aujourd'hui on va se concentrer. Comment donc arriver à connaître notre patient et capter les choses qui sont importantes malgré un propriétaire perturbateur, on va dire, de la connaissance que nous devrons avoir de son patient? Chercher plus loin. Pour chercher plus loin, le premier mot, c'est signalement. Donc, cherchez vraiment dans l'anamnèse, cherchez des signes qui vous font comprendre qu'il y a une perturbation de l'économie de vie du patient qui pourrait nous faire suspecter un problème plus important. Cherchez à noter l'histoire récente. Bon, il a eu une fracture il y a 6 ans. OK, merci, il y a 6 ans. Bon. Là, dans les dernières 15 jours, est-ce qu'il y a une perturbation de ses comportements très importante, et cetera? Il est essoufflé. Ah oui, docteur, il est essoufflé, il refuse la promenade. OK, mais vous savez, il a son caractère, il veut pas sortir quand il pleut. On s'en fout. Je vais voir pourquoi il refuse la promenade, pourquoi il est essoufflé, et cetera.
Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux? Parfois, les propriétaires, ils oublient de vous dire tout ce qu'ils donnent à leur animal, prescrit ou pas prescrit. Et aujourd'hui, il y a de l'automédication qui se fait, qui peut être très dangereuse. J'ai des propriétaires qui s'arrivent avec des patients automédiqués. Donc, tout ça, c'est très important. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des changements de poids, changements dans les habitudes? Tout cela, ça pourrait me faire, imaginer des problèmes majeurs. Plus loin qu'hier, j'ai anesthésié un animal qui était, heu, cachectique, un peu maigrichon avec des boiteries et cetera. On va voir les maladies, on a pensé une polyarthrite et cetera. Bam! On tombe sur 5 fractures différentes. Imagine à la queue et tout, on a imaginé tout de suite la maltraitance. La maltraitance, ça collait, mais ça collait pas. Animal maigre, cachectique et cetera. On a exploré et en fait, c'était, une métastatisation globale de l'animal par un ostéosarcome, donc avec des fractures un peu partout et donc aller chercher plus loin, parce qu'il y a toujours des un arbre qui cache la forêt. C'est toujours, si et la douleur, est synonyme d'un problème. Pourquoi il a mal? Et je fais le système nerveux, il est léthargique ou pas, respira enfin, aller chercher derrière l'arbre, parce qu'il y a probablement une forêt. Moi, je suis très content quand, l'animal arrive, qu'il a fait un peu d'effort pour arriver, parce que j'ai le temps de le voir comment il récupère. Un animal qui a fait un effort et qui met du temps à récupérer, avec une langue un peu bleuâtre et cetera, je vais immédiatement voir, parce que c'est un animal qui ne tolère pas l'effort et en anesthésie, je lui demanderai un effort. Et ça, c'est plus parlant que toute échocardiographies, parce qu'elle me dit déjà que l'animal ne tolère pas l'effort. L'échocardiographiie va me dire à quel niveau il en est de contractilité, mais il ne me dira pas s'il tolère ou pas l'effort. Je le vois cliniquement qu'il ne le tolère pas l'effort. Et je peux avoir une échocardiographie presque correcte avec un animal qui ne tolère pas l'effort. Je dois imaginer qu'il y a des autres problèmes derrière, une incapacité à s'oxygéner, une trachée trop petite ou qui collapse, enfin, une paralysie laryngée ou une hypomortalité du larynx. Il y aura certainement des autres problèmes qui font que l'animal ne tolère pas l'effort. Mais moi, l'anesthésie, je suis sous effort et donc je dois m'en assurer. Observer, système génito-urinaire, il est stérilisé, il y a des modifications, il a de l'appétit. Un chien qui n'a pas d'appétit, c'est pas bien. Il a tout le temps soif, tout le temps soif. On va vérifier pourquoi il a tout le temps. Est-ce que c'est un potomane ou il y a un vrai problème? La couleur des muqueuses. En bref, l'examen clinique, parce que toutes ces conditions que je vous montre, elles vont changer l'approche de l'anesthésie. Par exemple, on le voit jamais, mais un chien en myasthénie gravis. Le chien en myasthénie gravis, on le voit rarement, d'accord, mais j'en vois. Heu, Qu'est-ce que je pense tout de suite? À la respiration, c'est pas ça. Je pense au méga-œsophage, parce qu'il a certainement un méga-œsophage et le méga-œsophage est obligatoirement pourvoyeur de post-déglutition. Parce qu'une fois que je l'ai endormi, eh beh, le problème, c'est que le méga-œsophage, il va, me produire une régurgitation passive à travers le larynx. Voilà. Examen physique, vous continuez avec l'examen physique. Vraiment, il est maigre et n'oubliez pas, s'ils sont dangereux, vous devez le noter parce que quelqu'un d'autre, il pourrait passer à votre côté et ne pas le savoir et il y a des accidents qui pourraient passer. L'autre jour, vraiment l'autre jour, on a essayé un chien qui était peureux, qu'on a mis dans une cage, et en fait, il était juste peureux, mais parfaitement manipulable. On l'a piqué et il remuait la queue. C'était même gentil. Une fois piqué, donc je fais un protocole désinhibiteur, midazolam et un peu de dexmédetomidine. Donc en gros, je l'ai désinhibé de son inhibition. Il sautait au visage. Il agressait. Il n'est pas devenu agressif. Il avait peur, mais l'inhibition envers l'humain, il lui contrôlait son équilibre. Donc en fait, il n'allait pas mordre un être humain parce qu'il en était inhibé. Mais à partir du moment où je l'ai désinhibé, ben, c'est sorti ce qu'il avait dans le ventre, l'agressivité dissimulée avec son inhibition. Donc faites attention parce que les drogues peuvent les tranquilliser, mais peuvent aussi les désinhiber et désinhiber, pardon. Et un animal désinhibé, ben, souvent, c'est un animal que vous avez plus c'est pour ça que les animaux de la police, et cetera, on garde la muselière, et cetera. Enfin bref, parce que c'est des animaux qui peuvent produire des dégâts, parce qu'ils savent mordre,
mais surtout qu'ils sont en système hiérarchique très important. Ils sont inhibés, ils sont hiérarchisés par le maître chien, et cetera. À partir du moment où je retire ça avec les drogues, beh, c'est un chien. Voilà. On a des examens complémentaires à faire, alors allez-y, hein, mais attention, toujours avec sagesse, parce que même si vous avez fait 27 paramètres sanguins, ça ne vous retirera pas la faute professionnelle et au contraire, si vous avez fait 27 paramètres sanguins et il y en avait pas besoin, ça vous rajoute une faute d'avoir, fait dépenser de l'argent non utile au propriétaire. Donc il faut rester dans la sagesse. Hématocrite, protéines totales, glycémie, je dirais obligatoirement sur tout le monde et après au fur et à mesure, vous avancez en fonction des pathologies. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, le vieux, le gériatrique, donc à partir de 7, 8 ans, 9 ans, ça dépend de la race, on a le droit de s'autoriser un examen sanguin, complet pour aller voir des défaillances qui se mettent en place gentiment, sans manifestation clinique évidente, mais que ça serait intéressant de connaître aux valeurs, heu, biochimiques ou hématologiques. Donc effectivement, à partir d'un certain âge, il est tout à fait logique d'imaginer à faire un screening d'analyse pour comprendre, sans tomber dans les 40 analyses, mais une fonction rénale, hépatique avec un hématocrite, une formule sanguin, voilà. Oui, c'est intéressant. Mais sur le jeune où tout va bien, c'est en fonction de la clinique. Méfiez-vous quand même. Il y a des races qui sont, porteuses de anomalies génétiques. Il y a des thérapies en cours, par exemple, avec des antidépresseurs ou avec des autres médicaments qui sont des compétiteurs enzymatiques. Et ça veut dire que si la filière enzymatique empruntée par des sulfamidiques ou des autres molécules est en place, mais j'aurai moins d'enzymes pour digérer un anesthésiant et peut-être qu'il va dormir plus longtemps. Donc, il faut faire attention. Il prend par exemple des médicaments titrés au niveau cardiaque, des bêta-bloquants, mais c'est un cœur que certainement il va pas faire d'arythmie, mais il est un peu plus au ralenti. Mais normalement, il y gagne au niveau de contractilité cardiaque. Il faut juste le savoir et le connaître. Parce que par exemple, la bradycardie d'un propranolol n'est pas la même induite par un alpha-diagoniste, donc les deux ne sont pas contre-indiqués entre eux, mais toujours utilisés avec sagesse, avec des doses calibrées et pas 1 millilitre pour 10 kilos, parce que ça veut rien dire. Autre chose, méfiez-vous quand même, des situations un peu anormales, polyurie, polylipsie, insuffisance rénale. Parce que l'insuffisance rénale va vous faire éliminer moins vite les produits, parce que les produits se diluent dans l'organisme. Donc à un moment donné, ils cessent de fonctionner parce qu'ils sont dilués, pas forcément parce que le rein les a cassés, les a évacués. Mais attention, parce qu'une insuffisance rénale veut dire une situation plutôt d'acidémie. Des ions qui sont perturbés, il y a normalement un peu plus de potassium, voire trop. Donc c'est ça qui me gêne. C'est pas tellement l'élimination de la drogue, parce que ça je sais faire avec. Le diabète, c'est pareil. Une hyperglycémie va me changer la perfusion cérébrale, l'osmose, la durée. Une hypoglycémie, clairement, va pas lui permettre de se réveiller parce qu'il est hypoglycémie. Donc c'est des choses qu'on va gérer, mais c'est très facile à gérer parce qu'aujourd'hui on a les sucres, l'insuline et donc c'est facile à gérer, hein. C'est pas un problème. Oui, c'est vrai que les races en eux-mêmes, nous donnent beaucoup de problèmes et on arrive à la partie, je dirais la plus, perturbatrice. Et oui, parce qu'effectivement, entre un chihuahua et un dog allemand, il y a un univers qui change. Pas seulement au niveau de débit cardiaque, mais tout au niveau de physiologie et donc il faudra s'adapter. Mais même si on reste dans les brachycéphales, mon Dieu, combien de brachycéphales avons-nous aujourd'hui? Et quelle catastrophe de brachycéphales avons-nous? Aujourd'hui, on a des brachycéphales où j'arrive même pas à les intuber. C'est pas une question de narines. Les narines, ils ne servent à rien dans un brachycéphale. On peut les ouvrir autant que vous voulez. Il n'y a pas de voie respiratoire derrière. Donc, c'est pas la cosmétique qui me crée des problèmes. C'est l'accès à la fonction respiratoire qui est même difficile en lui-même, euh, même avec l'intubation. Et il y a une fonction respiratoire qui est très déficitaire. Mais on a la même chose sur les chats. Il y a des chats géants avec tous les problèmes du monde. Il y a des nouvelles races euh, avec beaucoup de problèmes médicaux et des caractères de plus en plus difficiles pour tomber sous les brachycéphales qu'on connaît, où il y a pratiquement un nez qui est derrière la ligne des yeux. On est quand même arrivé à créer des absurdités anatomiques.
Eh oui, et il faut faire avec. Mais la bonne nouvelle, il y en a toujours une, c'est qu'en fait, il y a très peu de races qui sont réellement sensibles aux anesthésies. Quand on dit, «Ah, il a fait une allergie», mais vous savez que les allergies aux anesthésiques se comptent sur les doigts d'une seule main. Les accidents reportés en littérature aux allergies, il y en a pratiquement pas. Par contre, il y a des conditions physiologiques particulières, des considérations on va dire. Il a fait une allergie à la kétamine. Dans toute ma carrière, j'ai dû en voir une, une. Bon, c'est pas la science, mais l'anesthésie quand même, plus ou moins 10 000 patients par an et je travaille depuis 25 ans. Donc c'est pas très fréquent quand même. En revanche, j'ai vu des problèmes et je vois des problèmes tous les jours. Il y a des problèmes et si on ne sent pas reconnaître et si on n'intervient pas tout de suite, il devient des problèmes mortels. Aujourd'hui, en clinique, je discutais sur l'utilisation de l'analoxone lors d'une intoxication à la morphine. Je dis: «Mais pourquoi tu veux faire de l'analoxone?» «Parce que la morphine, il respire plus et il meurt». «Mais non, mais non, tu le ventiles». «Bah, si tu le ventiles, il meurt pas». «Il est bradycarde». «Bah, tu fais de l'atropine, il meurt pas». On meurt pas de morphine, mais il arrête de respirer. Donc, si tu le ventiles, il meurt pas. En revanche, si tu fais de l'analoxone, waouh! Tu lui bloques tous ses récepteurs, tout. Donc fais attention parce que il va pas seulement avoir mal. Alors, on discutait, voilà, on dit: «Quand tu es dans la panique, rappelle-toi toujours de pourquoi tu es vivant. Tu es vivant parce que tu circules, parce que tu t'oxygènes. Et ben fais ça et tu tiendras en vie ton patient». Puis il y a quand même des particularités. Donc, là, on va faire très vite. Après, aujourd'hui, je ne peux pas vous raconter toutes les histoires du monde, en 45 minutes, mais on touchera c'est important de comprendre parce que avec les exemples que je vous fais aujourd'hui, vous comprendrez comment c'est important de connaître le patient avant. Et c'est là que je veux en venir, c'est le titre, c'est le début. Donc le début, c'est la connaissance de mon patient. Et là, je vais vous montrer des exemples pour vous faire comprendre comment c'est important de le connaître. Bon, on commence par le facile, que facile n'est pas brachycéphale. Alors, brachycéphale, c'est une évidence, hein, il est brachycéphale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on a créé des monstres, c'est-à-dire qu'on a produit la taille, mais pas seulement la taille, la morphologie de certaines parties anatomiques qui sont indispensables pour la physiologie des organes. C'est pas de court, c'est pas son aspect un peu dandinant, c'est très sympa. C'est le fait qu'on a changé les pièces anatomiques dédiées au bon fonctionnement de certains organes. Et il n'y a pas que le respiratoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est le chien normal, le dolicocéphale. On a retiré des morceaux qu'on considérait de trop. Voilà, un peu par là, un peu par là. Et on a fait, en gros, ça. Sur la physiologie de ce patient avec tous ses organes, on a fait ça. Mais naturellement, entre ça et ça, il y a moins de volume, il y a moins de place pour tous ces organes-là. Donc là, vous voyez, enfin, cette machine magnifique qui s'appelle chien, il a une belle trachée longue, avec le même diamètre sur toute sa longueur, avec un angle une courbure trachéale parfaite, avec un poumon qui se déploie bien loin dans l'abdomen et qui peut respirer toute l'air de ce monde, même et surtout par jet ventilation. C'est les seuls qui peuvent faire ça, hein. Nous, on doit faire on ne peut pas faire. Eux, ils peuvent le faire. Ils économisent de l'énergie seuls, tout en respirant avec une efficacité merveilleuse. Il n'y a que les condors ou les oiseaux de haute altitude qui peuvent faire mieux, donc c'est magnifique. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. Et si on fait ça, ben, il y a moins de place. Et donc, elle est où ma trachée? Ben, elle est là. Et elles sont où mes voies respiratoires? Ben, elle est là. Et la langue qu'elle faisait cette longueur-là, vous voyez? Enfin, si je vous prends, une langue, elle faisait sur l'autre chien cette longueur-là, mais là, elle fait cette longueur-là. C'est juste qu'elle a pris de l'épaississement et donc il va occlure ses voies respiratoires. Et la trachée qui est dans l'autre chien, elle faisait ça, mais là, elle fait ça, elle s'arrête là. Mais toute cette longueur, elle va faire des plis et donc elle va couder, elle va collaber. Et les poumons, vous vous souvenez les poumons? On avait des poumons qui se déployaient bien loin. Mais non, quand le brachyscéphale, il s'arrête là, mais c'est les mêmes.
Et donc on a sélectionné la morphologie externe, mais pas interne. Donc la fonction n'est plus au rendez-vous. Et donc qu'est-ce qui veut dire? C'est que tous les volumes qui étaient dans les poumons, le volume résiduel, la réserve après, vous allez à la mer, vous faites une plongée, vous mourrez pas, vous avez de la réserve. Le brachycéphale, oui, meurt tout de suite. Parce que dès qu'il s'arrête de respirer, en fait, l'air, elle dépend de son volume courant. Il n'a pas de réserve. Et donc, à partir du moment où je arrête la respiration, tout ça, il n'est pas au rendez-vous et donc il devient tout de suite bleu. Après, qu'est-ce qu'il fait s'il devient bleu? Il respire vite et s'il respire vite, eh beh, il crée une accélération, malheureusement, de l'air à travers cette restriction, pardon, et donc l'énergie pour accélérer, elle est prise par le milieu externe, vous voyez? Donc cette énergie qui entraîne le mouvement d'air est prise par l'oxygène et donc ça collabe. Ça fait une dépression, ça c'est Venturi, hein. Et donc, cette dépression, beh, elle va faire collaber la trachée. Plus il respire vite, plus il collabe et en même temps, beh, il échange pas la chaleur qu'il va produire avec ce mouvement respiratoire, il la garde à son intérieur et donc il échange pas la chaleur, il respire d'une façon la moins efficace possible. Résultat, il devient hypoxique. Et ben, alors là, la stratégie, c'est de l'arrêter et cetera. La progression, je vais pas plus loin. Vous connaissez l'issue du brachycéphale. Ça, c'est pour dire connaître le patient et connaître ses problèmes me permettra d'avoir une meilleure stratégie anesthésique et de trouver toujours le meilleur compromis. Et vous pensez toujours aux drogues. Moi, je pense à la stratégie, pas à la drogue. Parce qu'un brachycéphale, je l'endors avec n'importe quelle drogue. Et il peut mourir avec n'importe quelle drogue. C'est la stratégie de prise en charge du patient qui va faire la différence. Faisons un autre exemple, le Greyhound. Greyhound, Whippet, tous ces chiens ultra maigres. Ben, eux, bon, on dit toujours, bah, ils se réveillent mal, machin, réveil prolongé. Pourquoi? Pourquoi ils sont sensibles à certaines drogues? Bon, le Tiobendal, on l'a plus. Mais pourquoi les réveils prolongés? Parce que tout bêtement, c'est vrai, ils ont des super enzymatiques, mais surtout un produit. Quand ils rentrent dans le sang, il a un pic. Vous voyez, là, le pic, c'est ça le pic. OK. Et après, oh, il se dilue tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une dilution dans le sang et sa concentration baisse. Pourquoi? Parce que la pompe cardiaque, il le fait tourner, il se dilue. Voilà. Et je me réveille. Mais le problème, c'est qu'après cette dilution, le produit va aller dans les tissus. Et le plus grand tissu qui absorbe les anesthésiants et les toxiques, c'est la graisse. Mais s'il n'y en a pas, ben, il ne peut pas être absorbé. Donc ça reste en circulation. Et si ça reste en circulation et je fais des bolus, je fais des bolus, je fais des bolus, mais je cumule parce qu'à chaque fois je charge et je ne décharge pas parce qu'il n'y a pas de graisse. Et ça, c'est valable pour énormément de produits, sur une énormité de produits, pardon, et pas que le turpentine. Et en plus, on rajoute que métaboliquement, il métabolise mal. Mais en fait, les produits, après, ils vont aller dans les différents tissus. Mais là, vous voyez, la graisse, il n'y en a pas. Et donc, c'est ce tissu-là qui me manque. Et c'est celui qui me donne l'absorption sur du long. Donc, j'ai des produits qui atteignent tout de suite des concentrations assez toxiques et des autres qui en sont fentanyl, ils se cumulent bien. Le clopéntal se cumule bien. Midazolam un peu moins. Propofol, pas du tout. Et donc voilà, la solution est là. Animal cachétique, ultra maigre, mais c'est surtout jouer sur des produits qui ne se cumulent pas. Propofol, un peu de midazolam, des opioïdes, mais pas le fentanyl par exemple. Et naturellement les halogénés, parce que les halogénés, en fait, ils décroîtent tout de suite parce qu'ils ne se cumulent pas dans les graisses. Pas les halogénés d'aujourd'hui, hein. Isoflurane et sévoflurane ne se cumulent pas dans la graisse, donc ils ne dépendent pas de la graisse. Donc, ces patients-là, si vous les anesthésiez à la graisse, c'est super. OK. Donc, voilà. Euh, euh, j'ai aussi un métabolisme altéré, mais le métabolisme altéré ne me produit pas de conséquences majeures. Allez, le plus beau pour la fin, et après je vous laisse, on est presque à 45 minutes. Les fameux
le chien aime des reins positifs. Qu'est-ce qui se passe? Ben cette modification codifie pour une glycoprotéine de membrane qui devrait sortir les produits qui sont rentrés dans le cerveau. Vous n'avez pas la glycoprotéine de membrane, vous ne pouvez pas sortir les produits. Ils rentrent, mais ils ne sortent pas. Et donc, c'est très important de connaître cette modification parce qu'il y a des produits qui sont dangereux si on les utilise parce qu'ils rentrent dans le cerveau sans pouvoir en sortir. Et donc, heu, vous cumulez dangereusement ces produits dans le liquide cérébrospinal avec une augmentation des effets. Heu, il y a des effets toxiques, très toxiques, arriver jusqu'à la mort naturellement, mais c'est quand même très rare. Il faut aller sur des produits. Qu'est-ce qu'on fait alors sur ces chiens avec ces produits-là? Eh beh, on utilise des produits moins toxiques, mais surtout des produits qui ne dépendent pas de cet extracteur, de membrane et donc des, des produits qui rentrent et sortent. Bon, permettez-moi la blague, mais c'est pas une blague, une meilleure sélection génétique si possible, parce qu'aujourd'hui on connaît comment tester les parents, hein. Donc il faut pas produire du berger australien à tout va, il faut sélectionner et si on sélectionnait, en peu de temps, on n'aurait plus de problème. Donc c'est une petite remarque, mais on peut réduire les dosages, utiliser des molécules que je peux antagoniser, les alpha-draconistes, des produits facilement éliminables, en voie respiratoire, l'ISO, le SIVO, l'ecorégional et cetera et propofol. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la connaissance du patient que nous pouvons faire. C'était une mise en bouche naturellement, faite pour pas vous prendre trop de temps, mais vous donner des pistes naturellement de réflexion pour l'avenir et sur lesquelles, réfléchir pour après construire les stratégies d'anesthésie. Je vous remercie de votre attention et naturellement le discours ne se termine pas ici, mais il continue bien plus loin. Merci à tous et merci à Web de m'avoir donné cette opportunité de discussion avec vous. Merci. Merci beaucoup, Lucas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc là, le chat, pour le moment, j'en vois pas. En tout cas, vous pouvez encore en poser là dans les quelques minutes qui arrivent, très rapidement. Je voulais en effet dire que c'était, une introduction, bon, une excellente introduction, mais une introduction, de 2 journées de formation qu'on organise avec Web. Je vais vous partager la slide, hop, 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 hop. Voilà, qu'on organise les 17 et 18 octobre à Dijon. Je vous mets tout de suite dans le chat un lien, vous pourrez en savoir plus sur ces jours de formation. Donc on organise en partenariat avec, Cap Douleur et Axience. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous en saurez plus sur ces 2 journées. Si vous n'êtes pas adhérent Web, il est possible aussi de venir. Alors les conditions tarifaires sont différentes, tout est expliqué dans le mailing. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à contact@vetinweb.com et puis on répondra à tous vos mails. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Ah si, ça y est, Alice Noël. Alice Noël. Alors, attendez, jeune vétérinaire, je n'ai pas encore d'habitude avec un protocole d'anesthésie particulier. Comment le choisir? Auriez-vous un livre ou un processus de ch alors, heu, bon, la suggestion, c'est oui, il y a des livres, il y en a en langue française et en langue anglaise. C'est un peu bon, moi j'en ai écrit un, par exemple, mais je vous suggère pas forcément le mien, il y en a plusieurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est aussi, si tu es une jeune vétérinaire, c'est de fréquenter des formations parce que c'est la meilleure occasion pour, partager, pour discuter et comprendre aussi, comment adapter les choses. L'anesthésie par rapport à des autres, sciences, hem, elle doit être étudiée bien sûr, mais elle doit être aussi discutée parce que, il y a pas que la science, il y a pas que le dosage, il y a pas que le protocole, il y a aussi comment en le mettre en pratique et comment créer une stratégie d'anesthésie. Donc là, clairement, je vais commencer par le début, c'est-à-dire connaître le patient parce que, évidemment, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas mettre en place la stratégie parce que tu le connais pas. Mais, après, la construction d'un projet d'anesthésie et d'une stratégie d'anesthésie est extrêmement simple, à partir du moment où, on focalise les points critiques, les points qu'on veut
corriger ou pas. Donc on doit faire attention en fonction du protocole, de ce que tu vas faire. Et ça, il y a pas mieux de, en discuter et fréquenter. Autrement, sur les bouquins, aujourd'hui en langue française, je crois qu'il y en a peu. Tu peux prendre, oui, le mien que j'ai écrit, il est assez pratique comme bouquin. Il s'adresse à une population de jeunes vétos, c'est-à-dire de practitioners. Et autrement, en anglais, il y a beaucoup plus de choix. Ils sont en langue anglaise avec une adaptation à faire parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes habitudes, on va dire. On a une réalité légèrement différente, donc il faut quand même faire des adaptations, voilà. Donc en anglais, tu as toute la chaîne de BSVA, qui est assez bien écrite. Après, si tu veux monter en grade, tu as le DuckDeal, il y a des autres bouquins, voilà. Donc, il y a toute une liste de bouquins qui se prêtent bien. Mais fais attention juste à, c'est pas juste la langue qui change, c'est aussi le setup. Et en Angleterre, on a à disposition de nurses, des installations, on travaille rarement tout seul. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on est à plusieurs. Et donc, il y a aussi une adaptation qu'il faut mettre en place si, par exemple, tu travailles tout seul ou dans des conditions différentes de celles anglaises. J'irai pas plus loin. J'ai une peur bleue de l'anesthésie. Alors, c'est bizarre parce qu'en Italie, on dit une peur verte, mais bon, en français, c'est bleu. En Italie, c'est vert. Ok. Quelques conseils complémentaires pour la surpasser. Oui, Alice. Alors, moi, ma première anesthésie que j'ai fait, j'avais pas une peur bleue, c'était même pas une peur verte, c'était une peur grise, tellement j'étais gris. J'avais une fréquence cardiaque de 20, c'était moi qui étais en bradycardie sévère, tellement j'en avais peur, parce que c'est normal, quand en anesthésie, tu as un état non naturel entre la vie et la mort, et tu ne sais pas. Donc c'est normal, c'est absolument normal. Donc pour combattre la peur, la meilleure façon de combattre la peur, c'est connaître. La connaissance nous permet de combattre nos peurs. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de l'ignorance. Quand on ignore, on a obligatoirement peur. Donc, plus tu connais et moins tu auras peur. Il y a une connaissance théorique, après, il y a une connaissance clinique à mettre en place. Et plus tu vas acquérir cette connaissance et moins tu vas avoir peur. Mais ça arrivera avec le temps. Le conseil immédiat que je peux te donner, c'est focalise-toi immédiatement sur les paramètres vitaux. C'est-à-dire que quand tu as les paramètres vitaux qui sont au rendez-vous, respiration, circulation, tu as beau d'avoir peur, ton animal n'est pas en danger. Donc, quand tu as peur, quand tous les alarmes sonnent, focalise-toi sur les paramètres vitaux du patient, le pouls, les muqueuses, l'œil, enfin, tout. C'est une bonne règle pour la surveillance d'un patient. Et tu pourras te rassurer et te donner le temps pour baisser ta fréquence cardiaque, réfléchir et te dire qu'est-ce qui se passe? Suis-je en danger ou pas? Et après, le reste, je peux pas l'inventer. Il faut que je te l'enseigne. Enfin, il faut se fréquenter. Il faut, voilà, je peux pas te le transférer oralement. Mais la première chose pour combattre une peur, c'est combattre l'ignorance, parce que la peur est toujours liée à l'ignorance, c'est-à-dire à ce qu'on ignore de ce qui va se produire ou passer ou j'en suis. Et ça, c'est la première règle. Même moi, quand j'ai peur, je combats ma peur en cherchant à connaître, à savoir, comprendre, parce que c'est quand je ne connais pas que j'ai peur, parce que je ne connais pas. Et connaître, ça veut dire regarder ton patient, avoir une bonne vision de ce qui se passe dans sa circulation sanguine, dans sa respiration, c'est connaître. Une anesthésie à l'aveugle, avec les yeux fermés, ça me fait peur, parce que je ne suis même pas capable de réagir, parce que je ne sais pas. Et donc la première chose, c'est savoir. Après, oui, ça peut mourir, c'est le risque de l'anesthésie, mais on doit le maîtriser et on doit le connaître. Et on doit faire tout pour se opposer à ce risque. On est là pour ça. Et tu pourras le faire uniquement quand, quand tu vas reconnaître et quand tu vas pouvoir voir ce qui se passe en connaissance de cause avec les informations. Voilà. Merci. Euh, mais merci à tous, alors, surtout à Dalis, pour cette Oui. question.
et s'il n'y a pas d'autres questions, qui se libèrent, hem, Alice est encore en train d'écrire, mais j'espère vous voir à la formation parce que là, ça sera un plaisir de pouvoir partager toutes ces petites choses ou grandes choses et c'est le meilleur, moyen d'aller au-delà de la peur et de comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important et souvent vous vous focalisez sur les mauvaises choses, sur les CG. Après les CG, ça me dit pas grand-chose, mais on se focalise sur les CG parce que c'est synonyme d'un cœur, mais ça me dit pas grand-chose et on oublie les choses qui sont bien plus importantes pour le succès de l'anesthésie. Voilà, je vous remercie. Esther, je ne sais pas ce que tu en penses, mais s'il y a pas d'autres, Eh ben, on va conclure. En tout cas, encore un questions. grand merci, Lucas. Pour ceux qui auraient loupé le début, vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le lien du replay. Vous pourrez regarder du coup dans l'intégralité cette conférence. Et puis, je vous rappelle donc les 17 et 18 octobre à Dijon pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet pendant 2 jours avec le docteur Zilberstein. Encore merci, merci à Cap Douleur, merci à Axience. Bon après-midi et puis à une prochaine fois. Merci encore, Merci Lucas. à tous. Merci, merci, merci.